Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Ça y est, c'est fait. Le Gabon vient d'écrire une nouvelle page de son histoire. C'est avec 91,80% des voix que les Gabonais viennent de dire oui à la nouvelle constitution ce 16 novembre. Une étape décisive dans la transition au Gabon, transition amorcée le 30 août 2023 avec la prise du pouvoir par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Analyse et décryptage de cette actualité politique gabonaise dans cette émission où j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Maëva Leroy, vous êtes étudiante en école de commerce. Soutien, êtes-vous du pouvoir gabonais, très active? Êtes-vous également sur les réseaux sociaux? Vous avez milité pour le oui au référendum de ce 16 novembre. Vous êtes donc une Gabonaise heureuse en ce moment qui savoure la victoire du oui. Mais quelles sont les avancées véritables contenues dans cette nouvelle constitution? On en parle au cours de cette émission. Merci, Maëva Merci Leroy, à vous. d'avoir accepté notre invitation. Anne-Marie Dorazek Bendom, vous êtes journaliste, membre du PDG, le Parti démocratique gabonais, l'ancien parti au pouvoir. Alors vous ne ratiez aucune occasion pour dire tout le mal que vous pensez de cette nouvelle constitution. Vous avez milité pour le non et vous appeliez vos compatriotes à rejeter cette nouvelle constitution. Mais pourquoi les Gabonais devaient-ils dire non à cette constitution? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci pour Anne-Marie l'invitation. Doisel, Merci. d'avoir accepté notre invitation. Je suis avec ma consoeur Karine Aurier, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci à vous Merci beaucoup, Richard. d'avoir accepté notre invitation. Plantons donc le décor pour ceux qui n'ont pas suivi ces derniers mois l'actualité politique au Gabon. 30 août 2023, le général Brice Clotaire Oligui Nguema dépose à la surprise générale le président Ali Bongo et prend le pouvoir au Gabon. Avril 2022, il convoque les Gabonais à un dialogue national inclusif. 676 délégués venus de partout et de toutes les catégories sociales, professionnelles et confessionnelles se sont retrouvés ensemble pour décider de l'avenir du Gabon. Des milliers de doléances avaient été recueillies. Monseigneur Patrick Ibaba, Jean-Patrick Ibaba, respectable archevêque de Libreville, qui présidait le dialogue national, déclarait: c'est pour nous, Gabonais, l'occasion historique de léguer à la postérité un Gabon plus juste, un Gabon plus fraternel, un Gabon prospère. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, à la fin de ce dialogue, installe un comité national constitutionnel, un comité constitutionnel national. Nous étions donc en mai 2024. L'objectif, proposer aux Gabonais, sur la base de leurs doléances, une nouvelle constitution. Ce 16 novembre, c'est donc avec 91,80% des voix que les Gabonais ont dit oui à la nouvelle constitution. Maëva Leroy, comment avez-vous accueilli la victoire du oui, vous qui avez milité pour le oui à ce référendum? Bonjour et merci déjà de m'avoir reçu parmi vous. Je suis très heureuse, comme la majorité des Gabonais qui se sont exprimés et qui ont voté oui pour ce nouveau projet de constitution. Je pense que c'est un nouveau départ pour notre pays et ça fait plaisir du coup d'emboîter ce pas. Un nouveau départ pour votre pays, le Gabon. C'est vrai, Anne-Marie Doisel, il y a moins de 2 ans, aucun Gabonais, ni personne ailleurs, ne pouvait s'imaginer que le 16 novembre 2024, des Gabonais pourraient librement aller à un référendum pour se doter d'une nouvelle constitution. D'abord, est-ce que l'événement, vous l'avez déjà vécu comme un événement historique? Mais dès le 30 août, nous avons vécu un moment historique qui ouvrait une nouvelle voie, un renouveau pour le Gabon. Aucun Gabonais, parce qu'il n'y a pas de pour, contrairement à ce que peut penser ma jeune compatriote, il n'y a pas de pour ou contre le référendum. Il y a le cadre qui entoure ce référendum, qui a remis en route la fracture que l'ancien régime avait mis en place entre les pour l'ancien Ali Bongo ou contre Ali Bongo. Malheureusement, cette constitution, moi je dis dans le cadre de cette constitution que pour relever le Gabon que nous aimons, le Gabon de nos ancêtres, le Gabon que nous sommes censés léguer aux générations futures, nous aurons pu éviter
la précipitation et la fuite en avant. Alors vous dites des choses intéressantes qu'il faut clarifier. Vous dites deux choses. Il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre le référendum, enfin la Constitution. Mais vous avez milité pour le rejet de cette nouvelle Constitution. Votre compatriote a milité pour le oui. Et vous dites, la deuxième chose que vous dites et qu'il faut clarifier, le pouvoir actuel a remis en route les fractures du passé. Oui, parce qu'une constitution, celle qui vient d'être votée, oui. Il ne s'agissait pas de dire est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre. Il fallait voir le contenu et le cadre général qui a amené à l'élaboration de cette mouture de constitution qu'on nous a fait voter hier. Parce que tout à l'heure, quand vous avez lancé le débat, vous avez dit, dès le départ, il y a eu l'appel pour un dialogue national. Mais repartons au dialogue national. Le dialogue national était mis en place dans l'arbitraire. Est-ce qu'on nous a jamais dit quels étaient les critères sur lesquels le côté du pouvoir avait choisi les participants? Deuxième chose, quand on nous a parlé des contributions, les 38 000 contributions qui ont été triées et envoyées aux panélistes, quelles étaient les conditionnalités sur lesquelles, la base desquelles on triait ces contributions? On n'en sait rien. On repart jusqu'aux recommandations sorties du dialogue politique où j'ai vu toute la classe politique et tous les Gabonais dans une joie malgré le début de la mise en place du processus, qui ont applaudi des deux mains, qui étaient presque en transe quand on a dit plus de partis démocratiques gabonais, on n'en veut plus. Qu'est-ce qui a posé problème après? Même Madame Mikoué, qui est chargée des institutions, a applaudi des deux mains. Les gens étaient en transe. Bon. On ne verra plus le parti, au moins pour le Parti démocratique gabonais. Mais, mon cher confrère, oui. Vous avez vu que quelques semaines avant que nous allions au référendum, mes anciens camarades, et pas des moindres, ont repris le poil de la bête. Et même, j'irai plus loin, ils ont remis le fameux chant à l'honneur qu'ils appellent le Ngunda Ngunda. Ça veut dire... Donc, tout ça, quand on met ça ensemble avec ce référendum, d'où certains articles, pas tous, moi je ne suis pas... Il ne faut pas tout jeter. Oui, on reviendra de façon plus concrète sur les dispositions dans certains articles, qui vous rebutent dans cette nouvelle constitution. Dans certains articles, ça fait que le tout mélangé... ça a refracturé la société, alors que le 30 août, nous étions dans l'allégresse, dans le renouveau. Ça a refracturé la société. De toute façon, on ne va malheureusement pas refaire le débat du choix des participants au dialogue national d'avril 2024. Quelle que soit la façon dont on aura choisi, il y aura toujours des mécontents. Ça, on peut s'entendre là-dessus. Mais les dispositions pratiques de cette Constitution qui vous posent problème, on les évoquera tout à l'heure. Anne-Marie Doazek, Karine Orio. Alors, le score, il est sans appel, 91,80%. Ça traduit quoi, selon vous? Une adhésion massive des Gabonais à cette constitution nouvelle, ou une campagne efficace qui a réussi à convaincre les Gabonais? Ça traduit quoi, ce chiffre? Alors, ce qui est important de voir, effectivement, c'est un chiffre qui est bien élevé. On salue toute la communication qu'il y a eu pour mobiliser, en tout cas, tous les citoyens gabonais afin qu'ils s'intéressent à ce projet de nouvelle constitution. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, quand on regarde les différents référendums qui ont déjà eu lieu au Gabon, quand on prend le premier qui a eu lieu au lendemain des indépendances et on prend celui-ci, attention au niveau des chiffres. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que ce soit une joie, mais mesurée. Parce que ce qui est important, c'est que là, quand on a vu le taux de participation, il est à 53%. Le dernier référendum, il me semble que le taux de participation, il était à 48%. Oui. En général, les taux de participation sont souvent compris entre 50 et 65%. Voilà, donc il n'y a pas spécialement une mobilisation. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie volonté politique de montrer qu'il y a une transparence, de montrer qu'on implique tout le monde, et qu'effectivement, sur les réseaux sociaux aussi, maintenant, il y a une vraie volonté pour que les jeunes citoyens, la jeunesse, s'intéressent à la chose, au débat public. Maintenant, sur le terrain, est-ce que dans les zones rurales, là maintenant on a moins d'informations, on ne sait pas si
les gens ont vraiment reçu toutes les informations sur Oui. ce projet de nouvelle constitution. Maëva Leroy, vous vivez en France. Vous avez fait campagne pour le oui en France, mais on ne peut pas dire que vous avez réussi en France, puisque malheureusement, c'est le non qui l'a emporté. Vous l'expliquez comment, vous? Déjà, ma campagne n'était pas forcément ciblée. Ma cible n'était pas, du coup, la diaspora française. D'accord. Parce que pour moi, le nœud, du coup, était au Gabon. Donc, je discutais beaucoup avec mes compatriotes, voilà, vivant au Gabon. Donc, pour moi, c'est pas réellement une défaite, pour moi. Et le score en France, il n'est pas aussi... voilà, il n'y a pas un très grand écart entre le pourcentage du oui et du non. Donc, c'est Mais pas... quand vous tentez de vous l'expliquer, Là, du coup, le taux de... Je vais dire qu'il y a eu aussi beaucoup de campagnes du fait de certains activistes, influenceurs, voilà, politiques sur les réseaux, qui ont beaucoup, du coup, qui combattent, on va dire, en quelque sorte, le système en place, du coup, qui ont beaucoup milité pour le non. Donc, et du coup, la diaspora, on la trouve beaucoup sur les réseaux. Et donc, je pense que c'est ce qui a beaucoup joué. si on vous demande, qu'est-ce qui vous a motivé à faire campagne pour le oui, vous diriez quoi, Maëva Leroy? C'est quoi l'élément motivateur pour vous? Le premier élément motivateur, pour moi, c'est un nouveau départ. C'est-à-dire, c'est un changement, c'est une nouvelle république qu'on veut fonder. Et je veux, en fait, une nouvelle chance, en fait, pour le Gabon et pour les Gabonais. Et ce qui m'a motivée, voilà, c'était beaucoup le grand nombre d'avancées qu'il y avait entre l'ancienne constitution qui était là et la nouvelle. On a quand même avancé d'un grand pas. Rien n'est parfait, mais il y a eu de très grosses avancées qui seront favorables au peuple gabonais. On évoquera de façon plus détaillée ces avancées tout à l'heure, mais alors parlons des points qui posent problème, notamment à ma consoeur Anne-Marie Doisec. J'ai posé la question dans mon introduction. Pourquoi, selon vous, outre la question de comment le dialogue a été organisé, comment les recommandations ont été triées, etc., qu'est-ce qui concrètement, dans cette nouvelle constitution, vous pose problème? Ce qui me pose problème, moi je vais d'abord commencer par dire l'important, c'est que moi en tant que journaliste et en tant que personnalité publique connue un peu par la plupart des Gabonais, je n'ai pas appelé à voter oui ou non. Moi j'ai dit ceci à chaque Gabonais. Nous avons eu un régime qui nous a fait beaucoup de peine. Avant Omar Bongo, ça a été à peu près pareil. Maintenant, chacun est libre aujourd'hui de faire un choix pour l'avenir du Gabon. Ça a été ma bataille. Moi, je ne suis pas pour le pour ou pour le contre. L'important, c'est que le Gabon, je ne sais pas pourquoi est-ce que chacun voudrait opposer un peuple qui a passé tout son temps à s'opposer. On n'est pas là dans l'opposition. Qui oppose qui? Qui affronte qui aujourd'hui au Gabon? Mais au Gabon, je suis désolée, même dans la diaspora, et la diaspora, elle est très importante. La diaspora gabonaise, l'histoire du Gabon, c'était écrit depuis Paris, depuis cette diaspora, depuis les Georges Rahuiri, même du président Léon Balu, même. On ne peut pas dire que le choix de la diaspora soit moins important. Si M. Jean Ping a pu tenir jusqu'à la fin du régime d'Ali Bongo, c'est parce qu'on a eu une diaspora d'hommes et de femmes engagés, dont les plus célèbres ont rejoint le Gabon. Moi, je ne suis pas pour le pour ou contre. Le jour du coup d'État, moi, j'ai passé de 5h30 du matin jusqu'à presque 23h à me battre avec des gens sur Twitter pour dire le coup d'État du Gabon n'est pas un coup d'État comme vous pouvez le croire. Ça n'a rien à voir avec le coup d'État au Sahel. C'est un coup d'État salutaire pour le peuple gabonais. Moi, vous n'êtes plus de cet avis? Moi, je ne suis pas une novice en politique. La politique, je la connais par cœur et je juge les actes que pose quelqu'un. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que quand nous voyons évoluer maintenant M. Oligui Nguema, nous avons quelqu'un qui n'a pas déjà un mini-bilan de 14 mois. Pendant 14 mois, et votre regard sur ce mini-bilan, et mon bilan... votre regard sur ce mini-bilan? Mon regard sur ce mini-bilan est mitigé. En même temps, si aujourd'hui, on était allé à une élection présidentielle, parce que malheureusement, Maëva ne le dit pas, c'est ceux qui, soi-disant, défendaient le non, alors que ce n'était pas
une opposition entre M. Oligui Nguema et le peuple gabonais, c'était plutôt le choix d'un peuple pour son avenir. Moi, si c'était dans ce cadre-là, de dire est-ce qu'on va voter Oligui Nguema ou un autre candidat, je ne voterai pas Oligui Nguema. Mais est-ce que je peux... Moi, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous ne saluez pas le fait que d'un point de vue démocratique, ce soit une avancée, qu'il y ait une consultation populaire? On ne peut pas saluer cette dynamique déjà. Avant toute chose, il y a eu un dialogue national impliquant... Après, si vous remettez en question l'inclusivité, c'est autre chose. Là, il y a eu un référendum pour inciter la population justement à s'intéresser à ce projet de nouvelle constitution. Est-ce que déjà vous ne saluez pas le fait que la population gabonaise soit active dans cet élan démocratique? Après 54 ans, de verrouillage politique. Je suis tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas, je l'exprime peut-être mal. Nous venons de loin. C'est vrai. Il ne fallait pas de la précipitation. Ce projet de constitution, dès qu'on a commencé à voir quelques voix s'élever, nous avions tout le temps encore de nous dire asseyons-nous et travaillons. C'est cette unité. Peut-être que je m'exprime mal. Monsieur Oligui Nguema a fait quelque chose d'extraordinaire, même s'il était le bras armé de l'ancien régime. C'est quand même lui qui a déposé l'ancien régime. Rien que pour ça, il est entré dans l'histoire. Nous avions tout le temps, au lieu d'aller dans la précipitation, nous avons tout le temps de Mais bien... enfin, une transition, c'est combien de temps? Non, une transition, c'est 2 ans. Oui. D'accord? Oui. Il a dit 2 ans, oui. On va travailler sur 2 années. Vous croyez que les 2 années sont plus importantes que remettre tout le monde en marche dans le même sens? Vous avez suivi au Gabon, vous avez suivi cette campagne au Gabon qui était que basée sur l'argent. La campagne, elle était sur quoi? 27 milliards de francs CFA pour le oui. Qui a été le budget accordé à ceux qui ont fait la campagne pour le oui était de 27 milliards de francs CFA. On a donné... ce sont les chiffres officiels. Les anciens référendums, il y avait eu combien de dépenses? Parce que si vous avancez ce chiffre, il faut faire une comparaison avec les référendums organisés sous effectivement la dynastie Bongo et voir. Non, mais parce que si vous avancez des chiffres, effectivement, moi j'entends bien votre propos, mais cependant il nous faut des éléments pour comparer. Oui, mais moi, quand j'avance ces chiffres, c'est pas pour dire qu'on ne devait pas aider, c'est tout simplement pour dire un côté, et ceux qui connaissent le Gabon et ma jeune compatriote le sait très bien, l'argent est vraiment comme partout ailleurs, mais c'est vraiment le nerf de la guerre. Oui. D'un côté, pour faire cette campagne, on s'y est appuyé sur du solide, c'est-à-dire de l'argent. Vous pensez que c'est toujours le règne de l'argent, comme ce fut le cas... On est toujours dans le règne... Quand vous analysez depuis le 30 août, si on enlève les 3 premiers mois de la gestion de M. Oligui Nguema, qui est exemplaire, on ne peut pas lui enlever ça. Il a vraiment essayé de donner une nouvelle façon, une nouvelle approche pour le peuple gabonais, mais après on est retourné dans nos travers. Mais en dehors de ça, moi je salue le référendum. La seule chose que je ne suis pas d'accord, c'est que on a donné l'impression que il fallait absolument le référendum, alors que le référendum ne devait être que l'aboutissement. Une grande majorité d'entre nous, nous sommes d'accord les uns avec les autres. 2 mots-clés de votre intervention dans cette première partie, fracture et travers. On reviendra sur les travers supposés que vous pensez aujourd'hui revivre dans votre pays, le Gabon. Mais en attendant, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Gabon.
au Gabon, où les Gabonais viennent d'adopter par référendum une nouvelle constitution ce 16 novembre. Très rapidement, Karine Orio, Anne-Marie Doisek disait quelque chose d'intéressant, évoquant notamment la question de l'élection présidentielle. Et est-ce qu'il faut aussi voir dans ce chiffre, dans ce pourcentage 91,80% avec lequel les Gabonais ont voté la nouvelle constitution, une forme d'adhésion aussi à la politique du président de la transition? Bien sûr, mais je pense que cet acte, de toutes les façons, cette réponse avec ce oui qui est dominant, ça vient asseoir. Et puis, c'est un vote de confiance. C'est-à-dire que là, il y a clairement... c'est ça qui s'est joué aussi ce 16 novembre. C'est aussi ça qui s'est joué. C'était important aussi pour, justement, le pouvoir en place, d'asseoir, de montrer qu'il y a une relation de confiance qui s'installe avec la population. Après, je comprends tout à fait quand Anne-Marie dit que peut-être que c'est allé trop vite et que, selon elle, il fallait qu'il y ait un vrai consensus et que là, elle ne voit pas le consensus. Mais enfin, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les chiffres peuvent aussi parler. Là, on a quand même eu 91% pour le oui, pour cette nouvelle constitution dont on verra tout à fait les contours. Oui. Après, ça reste discutable, mais il n'empêche que les citoyens gabonais, en tout cas, ont participé à cet élan démocratique. Maëva Leroy, ceux qui étaient les détracteurs de ce projet de constitution disaient qu'elle confère trop la constitution que vous venez d'adopter, trop de pouvoir au président. Et qu'il y a des dispositions qui écartèlent, qui éliminent beaucoup de Gabonais. C'est quelque chose que vous comprenez? C'est un argument que vous comprenez, que vous recevez? J'ai entendu déjà longtemps les interventions des gens qui étaient pour le non, pour ce projet de constitution. Mais pour moi, elle n'était pas... Parce que quand on parle de trop de pouvoir, du coup, d'un régime présidentialiste, moi, je ne vois pas trop le lien. Quand on compare l'ancienne constitution qui était à notre disposition et la nouvelle, je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Il n'y a pas eu un seul pouvoir qui a été rajouté au président. La suppression du poste du Premier ministre... C'est un régime présidentiel, juste on a donné... Vous aviez avant un régime présidentiel? Non, semi-présidentiel, mais qui n'était pas appliqué. Voilà, il n'était pas appliqué, du coup c'est le président qui décidait de tout. Et juste là, on l'a écrit, au moins c'est acté. Et on aura un seul responsable pour la gestion du pays, sera le président. Ça posait quel problème sur le poste de Premier ministre? Le problème, c'est qu'il y a un ancien Premier ministre aussi qui s'est plaint, qui a dit clairement que le poste de Premier ministre au Gabon, il ne servait strictement à rien. C'est qu'il ne prenait pas réellement de décision, c'était le président qui décidait de tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas donc, combien il faut formaliser, constitutionnaliser le fait que le président décide de tout. Il décide de tout. Maintenant, c'est clair, dans la Constitution, c'est lui qui décide de tout. On a un seul responsable. On n'aura pas à nous changer de chaque 2 mois de Premier ministre comme ça se faisait à l'époque parce qu'il y avait un jeu qui se jouait entre le président et le Premier ministre. À chaque fois, on accusait le président de ne pas travailler. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il remettait toute la faute sur le Premier ministre et il le renvoyait. Et ça continuait comme ça. Au moins, on a un seul responsable et ça ne pose aucun problème de concentration de pouvoir? Je ne pense pas. Non, vous ne pensez pas. Je ne pense pas. Anne-Marie Doisek, très rapidement. Alors, de là où je suis, vous m'excuserez, je fais des émissions politiques pratiquement sur tous les pays du continent. Et je sais à peu près comment ça fonctionne, quasiment dans chaque pays. Je sais que pour peu, dans beaucoup de pays, bon, pour être modeste, je dis dans certains pays, pour peu que vous critiquez le président, vous êtes contraint à l'exil. Pour peu que vous dénoncez, comme vous le faites là, il y a des pays où vous ne pouvez pas le faire sur une chaîne de télévision nationale. Vous allez en prison ou bien vous êtes exilé. Vous parliez tout à l'heure de travers. Est-ce que vous pensez que le jeu politique gabonais actuel permet justement ces travers que je viens d'évoquer? Verrouillage du champ politique, liberté d'expression. On a entendu le président Brice Clotaire Oligui Nguema il y a quelques jours dire ceux qui ne sont pas d'accord avec la Constitution, qui viennent et qu'on discute, qu'on s'asseye et qu'on discute. Il y a certains pays où le fait même d'être contre est déjà une preuve de condamnation en soi. Est-ce que vous ne pensez pas là qu'il y a des avancées quand même? Est-ce que de là où vous êtes, vous observez les autres pays pour savourer au moins ce qui se passe aujourd'hui de positif dans votre pays, le Gabon?
Ben, je suis contente de ce qui se passe au Gabon de positif. Il ne s'agit pas de dire qu'au Gabon, on ne critiquait pas. Et que quand on critiquait, on était forcément, on finissait par s'exiler. Parce qu'il y avait un contrôle et qui se passe encore aujourd'hui. Sous Omar Bongo ou sous Ali Bongo, nous connaissions qui devait prendre la parole et qui devait jouer l'opposant, qui devait ne pas jouer l'opposant. Et pour dire c'est la liberté d'expression, j'espère que si je retourne au Gabon, parce qu'en janvier 2020, j'ai failli prendre une balle dans la tête, j'espère que maintenant, si je mettais les pieds au Gabon, malgré mon ton de liberté, oui, on ne m'enverrait pas à 100 familles. Non, on ne m'enverrait pas à 100 familles, mais je suis content pour ce qui se passe. Oui, ben, on n'est pas. Moi, je ne suis pas dans le compte. Monsieur Oligui Nguema, depuis qu'il est là, il a donné une certaine façon de faire fonctionner l'État qui a été souhaitée par de nombreux Gabonais. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est que la concentration au niveau de ce référendum qui concernait le volet politique était trop important et favorisait plus le chef de l'État et laissait presque en spectateur le législatif et le judiciaire. Vous évoquez l'article 63 de cette nouvelle constitution qui accorde des pouvoirs exceptionnels au président de la République. Voilà, c'est ce qu'on voulait... cette partie-là, il aurait fallu que les amendements, parce que ce n'est pas Madame Bendom, on a mis en place une constituante composée de députés et de sénateurs qui, on avait cru au départ que c'est eux qui allaient écrire la loi, ils ont émis des amendements motivés où chacun est revenu pour dire est-ce qu'on inclut ça, il faut inclure ça, il faut diminuer ça. On aurait voulu qu'avant, qu'on nous remette, qu'on nous envoie voter, qu'on nous dise vos députés, vos sénateurs qui vivent de notre argent. Je le rappelle. Ils ont fait des amendements qui n'ont pas été pris en compte. Mais on ne sait pas quels sont les amendements que les sénateurs, les députés ont fait, qui ont été inclus dans le projet que nous venons de voter. Toujours est-il que vous constatez qu'il y a eu une concentration excessive des pouvoirs dans les mains du président de la République. Concentration du pouvoir et surtout l'exclusion de certains, parce que c'est intéressant. Oui, il y a eu l'exclusion quand on dit, par exemple, nous, la diaspora, moi j'ai un emploi en France. Je rappelle qu'au Gabon, il y a plus de 40% de chômage. Si j'ai l'ambition de vouloir aller me présenter à mes compatriotes pour devenir présidente, alors que je vis en France, on me demande d'être au Gabon 3 ans avant. Et si je n'ai pas d'emploi, si je n'ai rien créé, si je n'ai pas de moyens, et si je ne suis même pas sûr que ma candidature sera validée. La condition de résidence, c'est ça qui vous pose problème. Oui. Et puis, il y a ceux qui ont déjà atteint l'âge de 70 ans, comme Nganga Moussavou, ne peut plus se présenter. Monsieur Ondossa, entre guillemets, le dernier vainqueur de l'élection présidentielle, ne peut pas se présenter. C'est un peu restrictif. Moi, je suis d'accord quand on a décidé de mettre l'âge limite, l'âge minimum pour accéder à la présidence de la République à 35 ans, c'était tout à fait normal. Mais il ne fallait pas limiter... Mais limiter, par contre, les limites d'âge de dire un homme de plus de 70 ans ou 70 ans ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Là, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Mais il y a eu des avancées. Ah oui, mais bien sûr. On reviendra sur certaines dispositions. Et tout à l'heure, c'est très intéressant, Karine Orio, parce que, excusez-moi, vous êtes d'origine camerounaise. Les Camerounais se plaignent que leurs dirigeants sont trop vieux. Absolument. Les Gabonais ne sont pas d'accord qu'on limite l'âge à 70 ans. Oui. On connaît la moyenne d'âge de la population gabonaise, c'est des jeunes. La moyenne d'âge, on la connaît. Alors, c'est très curieux. Comment on se situe par rapport à ça? Voilà une constitution qui, tenant compte justement de la jeunesse de la population, estime qu'il faut plafonner à 70 ans l'âge limite pour être candidat à la présidence.
Et un pays voisin qui estime que ces dirigeants sont trop vieux, il faut limiter désormais l'accès au poste stratégique, en tout cas l'accès à la présidence. Alors c'est intéressant de faire, cette analyse, c'est-à-dire qu'on est des pays voisins, on est même des pays frères. Mais Richard, je ne vais pas tomber dans le panneau parce que nos dirigeants sont là depuis longtemps. C'est-à-dire que nous, nos dirigeants, ils ne se sont pas présentés à 70 ans. C'est vrai. Le président de la République, en l'occurrence, était un des plus jeunes présidents d'ailleurs à cette époque-là. Et donc aujourd'hui, même si on a le président du Sénat, etc., ils sont certes aujourd'hui des octogénaires, mais ils sont là depuis fort longtemps. Donc je referme cette petite parenthèse. Mais je suis d'autant plus surprise d'entendre quand Anne-Marie soulève la question de la résidence pour les gens de la diaspora. Puis je voulais revenir sur ce qui a été dit parce que on a parlé effectivement du nom de la diaspora gabonaise en France à ce projet de constitution. Oui. Et en disant qu'effectivement, et puis Anne-Marie a soulevé le fait que dans la diaspora en général, il y a souvent eu des compétences et que c'était important de s'intéresser quand même à ce rejet. Mais on sait aussi qu'en général, les diasporas africaines sont souvent en défiance avec les gouvernements en place. Oui, mais on sait aussi pourquoi. On sait pourquoi, bien entendu, mais on sait qu'il y a aussi un décalage entre les réalités qui sont vécues par les citoyens qui sont sur place et les personnes de la diaspora qui sont les gens de la diaspora. Décalage en termes Il y a souvent de un connaissance décalage de la sociologie locale. en termes de la réalité. C'est-à-dire que je reviens en fait sur ce qu'a dit Anne-Marie dans la nouvelle constitution. Il est marqué qu'il faut être 3 ans. Oui. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas organiser. C'est 6 mois. Ouais. Non, mais, 6 mois. Oui, mais vous ne pouvez pas organiser, d'accord, votre candidature à ce poste-là en étant à l'étranger. Soyons juste réalistes. Non, mais c'est une question de réalisme. Il y a un vrai fossé. Vous n'êtes pas dans les mêmes réalités que des personnes qui sont sur place. Donc la condition de résidence, pour moi, n'est pas tant un facteur qui m'interpelle. Je l'entends, j'entends ce que vous dites, mais c'est pas tant un facteur. Je trouve ça normal qu'on impose à la personne qui souhaite prétendre... C'est un jugement objectif, ça? Après, écoutez, si vous trouvez que ce n'est pas objectif... Si fonctionnaire international, je suis gabonais, de mère, de père, je remplis toutes les conditions, mais mes fonctions de fonctionnaire international font que je suis à l'étranger, je n'ai pas le droit de Moi, je ne sais pas si je ne parlerai pas de droit, mais je pense que vous serez déconnecté de la réalité. On va vous demander le prix du pain, le prix du sac de riz. Vous ne connaissez pas la réalité, je suis désolée. Quand on sait ce que ça implique, il faut avoir une bonne maîtrise des territoires ruraux. Il faut avoir une bonne maîtrise aussi de ce qui se passe. Vous êtes fonctionnaire international, vous avez votre salaire à la fin du mois. Vous ne savez pas ce que la ménagère ou la dame qui sort le matin, ce que ça représente l'économie informelle. Donc je suis désolée. On est tous de la diaspora, mais ne faisons pas comme si on est très connectés à nos réalités. Vous avez des gens à Libreville qui ne connaissent pas non plus. Je peux me permettre, non, mais je ne suis pas du tout d'accord. Oui, mais madame, je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce que ça voudrait dire que, là je parle en général de la diaspora, que toute la diaspora africaine, pas seulement africaine, à travers le monde, qui dès le 15 du mois reçoit les appels du pays pour dire que ça c'est la vie est chère, il faut envoyer l'argent, et pour dans certaines régions, ils croient tous que tout le monde est payé le 25 du mois ou du 30 du mois, donc on est en connexion. C'est pas ça. On a vu, je crois, le président Mbalo, qui est le président de Gambie, qui était homme d'affaires. Guinée-Bissau, qui était un homme d'affaires en Angleterre et qui était allé se présenter, il n'était pas là en permanence. Il ne s'agit pas de ça. Et ceux qui font mourir et ceux qui laissent mourir les populations dans la pauvreté, ceux qui s'enrichissent, ceux qui détournent les budgets et qui savent très bien qu'en détournant le budget de l'éducation nationale, ce sont ces enfants-là qu'ils voient quand ils sortent de sa voiture climatisée, qui ne vont pas à l'école. Ce sont ces jeunes filles dès 14 ans, 13 ans, font de la prostitution pour nourrir leur famille. Ils ne le voient pas, cette réalité, ils en sont coupés. Non, là, je ne suis pas d'accord. Et la dernière chose, quand vous dites, oui, mais après 70 ans, mais M. Wade, quand il s'est présenté pour la 3e ou 4e fois, quand il est élu, il avait quel âge? Il avait 10 ans.
Monsieur Ondosa, qui normalement, le coup d'État, si ça avait été comme celui de 1964, où on a eu un coup d'État avec les jeunes militaires qui ont refusé de suivre la France, ils ont fait le coup d'État, ils l'ont réussi, parce que monsieur Oligui Nguema n'est pas le premier à réussir un coup d'État au Gabon. Ils ont pris le pouvoir, ils l'ont aussitôt donné aux civils, en disant, c'est à vous maintenant de conduire votre peuple. Alors, Ce moi, monsieur si je Ondosa, peux- est-ce que je peux répondre? pourquoi Est-ce que je peux monsieur répondre? Ondosa, excusez-moi, pourquoi attendez, monsieur Ondosa laisse finir. n'a pas le droit de se présenter aujourd'hui? Là, il aurait été un bon challenger pour au moins prouver que si à la première victoire, Ali a voulu me voler, mais là maintenant je me représente et je me... Alors, nous sommes clairement en désaccord, mais je voudrais quand même répondre rapidement pour dire que moi, je n'ai jamais mis le critère pour diriger un pays, ce n'est pas l'âge. Qui est un âge minimum et qui a un âge maximal, je trouve ça normal. Ce n'est pas l'âge. Qu'on soit plus jeune ou qu'on soit plus vieux, ça ne garantit pas qu'on va bien gérer un pays. Attention. Donc moi, je nuance complètement mes propos. Ensuite, quand vous parlez de la diaspora, vous dites que oui, parce qu'elle est au téléphone, on l'appelle, etc. Mais ça ne revient pas à la même chose. Vous prétendez à la magistrature suprême, encore une fois. C'est une question Encore une délicate fois, et et que complexe. vous ne soyez pas résident de façon continue avant que vous vous présentiez, c'est là où je dis qu'il y a un problème. Vous êtes déconnecté des réalités. C'est ça mon propos. Mais quand on voit la façon dont certains États sont gérés, pas des gens qui n'ont jamais été à l'étranger, qui sont toujours du pays. Vous avez dans nos capitales une partie de l'élite qui n'a aucune idée des réalités du terrain, de ce qui se passe à 50 km des capitales. Ils n'en ont aucune idée. Ils sont plus déconnectés que ceux qui sont... Richard, les gens de la diaspora n'ont pas la... la science infuse non plus pour la gestion de nos affaires, non, des affaires publiques. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est deux poids, deux mesures. Il faut comprendre. Chaque argument vaut... Maëva, le roi, mais la conséquence immédiate de cette constitution qui vient d'être adoptée, c'est que ça élimine tellement de Gabonais qu'on se demande à la prochaine présidentielle qui sont ceux qui pourront être qualifiés pour compétir. Je dirais déjà, pour commencer, que pour être candidat déjà pour des élections présidentielles, pour être président, c'est pas donné à tout le monde. Il faut déjà qu'on le mette vraiment dans nos têtes que c'est pas tout le monde qui peut être président. Du point de vue du droit, oui. Dès lors que vous avez tout votre le casier monde, judiciaire, tout le monde a le droit de servir son pays, de prétendre servir son pays. Prétendre, oui. Du point de vue du droit, oui. Oui. Prétendre, oui, mais tout le monde n'est pas amené à diriger un pays. Donc, je pense que s'il y a des critères, il faut bien des critères. Ah oui, totalement. Parce que ce n'est pas une élection de chef de classe ou de quelque chose comme ça. Diriger un pays, on ne peut pas le donner à tout le monde acquis. Parce que j'entends des gens dire, oui, cet article, c'est l'article 43, je pense, ça divise, non. Par rapport au propos de la dame en face, une élection, quand même, ça se prépare. On ne se lève pas un matin en se disant que je vais être président et je rentre, je vais être président. Ça se prépare une élection. Donc, il faudrait bien déjà être dans le pays, sur place, même juste pour mener une campagne. On ne se lève pas un matin parce que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte beaucoup de choses. Donc, on ne se lève pas un matin pour devenir président. Emmanuel Macron est devenu en 17 mois président de France. C'est pas... La France, c'est pas le Gabon, mais... Comparaison n'est pas Bruno Ben Moubamba était 2 fois candidat à l'élection présidentielle au Gabon sous Omar Bongo et sous Ali Bongo. Il habitait la France. Oui, mais il faut revoir ma chère fille, il faut revoir quel était son pourcentage? Non. La Constitution a été déjà... Non, la Constitution, on a ce que nous avons aujourd'hui, on vous dit bien, ce sont des résultats provisoires. Oui. Une fois la Cour constitutionnelle, sous monsieur le nouveau président de la Cour constitutionnelle, va valider cela, malgré, je connais monsieur Oligui Nguema, moi je ne l'ai pas connu président. Moi je l'ai connu autrement. Je crois que c'est un homme qui a le bon sens, le sens naturel de se dire, ces gens sont sortis, ces gens m'ont applaudi. J'espère tout simplement qu'une fois tout ça va se remettre en place, avant les élections présidentielles, il va essayer de rassembler et de faire en sorte que chacun de nous se retrouve. Il n'y a pas de camp contre camp au Gabon. Anne-Marie Doisel, ce qu'il faut relever aussi, ayons l'honnêteté aussi de le relever, la particularité du cas gabonais, c'est que ces propositions n'ont pas été parachutées de la présidence de la République. Il y a eu un dialogue national, il y a eu des doléances qui ont été exprimées par des Gabonais, et le président a demandé au comité constitutionnel national de s'inspirer des travaux, des rapports définitifs du dialogue national
pour construire cette nouvelle constitution. Donc, il y a une base de légitimité qu'on n'a pas dans les autres pays. Voyez-vous? Bon, là, nous avons parlé de la question de la concentration des pouvoirs, la question de l'éligibilité du prochain président de la République. Je propose qu'on marque une courte pause. On reviendra dans quelques instants évoquer d'autres dispositions qui apportent de la nouveauté dans la Constitution adoptée ce 16 novembre par la majorité des Gabonais. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission. Le numéro de ce jour est consacré au Gabon où les électeurs viennent d'adopter une nouvelle constitution avec 91,80% des voix. Alors, nous parlions donc des conditions d'éligibilité du prochain président de la République, telles que contenues dans l'actuelle constitution. Alors, ce qui est intéressant aussi, et qui montre peut-être que tout ne passe pas comme une lettre à la poste, c'est que dans la première monture, vous avez la condition être de père et de mère pour être président, pour être candidat, pardon. Et là, la dernière monture consacre donc qu'il faut être de père ou de mère. Une avancée positive, on dira. Oui, moi je trouve que c'est une avancée positive pour la simple unique raison que quand nous sortions du 30 août, nous sortions d'un régime qui avait marginalisé le peuple gabonais sur son propre sol. Et les Gabonais ont pris ça, non pas une décision personnelle de M. Ali Bongo, mais qui était une décision personnelle de son épouse, qui avait fait en sorte que ce sont les non-Gabonais qui dirigent les Gabonais. Quelqu'un a payé le prix de ça. Si M. Akrom Bessi, qui était presque le président bis du Gabon, a été détesté à ce point, c'est parce que les gens disaient ce sont des étrangers qui gèrent les Gabonais, ce ne sont pas les Gabonais. Donc en sortant de là, M. Oligui Nguema ne pouvait pas aller contre cet avis du peuple gabonais qui voulait absolument ce que ça soit des Gabonais de père et de mère qui se reconnaissent dans le Gabon, qui dirigent, qui puissent accéder à la tête du pays. Ça, moi, j'étais tout à fait d'accord. Bon, en tant qu'homme politique, en tant qu'un homme quand même assez averti, d'autres chefs d'État, d'autres voix sont arrivées pour lui dire. Ah, pensez-vous? Oui, parce qu'il y a même eu des émissaires qui sont venus de Côte d'Ivoire pour dire attention, nous on a connu ça, il ne faut pas trop ouvrir la boîte de Pandore. C'est pour cela qu'il a mis de l'eau dans son vin, il a fait ça, et nous, il a remis le PDG en course. Bon, on a gagné d'un côté. Avec quel candidat? Non, il a remis, parce que les recommandations, parce que ce que vous dites là, oui, concernant le maire gabonais, ce sont l'une des recommandations du dialogue politique inclusif. Donc, et même dans le même dialogue politique, on a aussi dit qu'on ne voulait pas le PDG. Mais le PDG est revenu. Par contre, cette loi qui était quand même assez dure et qui pouvait nous amener dans des méandres où le pays allait perdre, ça, on a mis de l'eau dans le vin. C'est pour ça aussi que je dis que, voilà, c'est une très bonne loi, mais il n'y a pas que ça. En consacrant le 30 août, parce que j'ai vu d'autres qui ont dit on va mettre en avant un truc de coup d'État. Non, ça n'a rien à voir. Le 14 juillet, c'est quoi? C'est pas la révolution, il n'y a pas eu des morts. C'est une date fondatrice maintenant du Gabon. Il faut qu'on la célèbre parce que cette fois-ci, ce sont les Gabonais eux-mêmes. L'indépendance du Gabon, que nous le voulions ou pas, ce n'est pas nous qui avons décidé. C'est la même chose que j'ai dit avec le coup d'État de 1964, que nous devons aussi le fêter parce que ça, c'est main du peuple gabonais. Ça ne vient pas de l'extérieur.
Donc, il a fait quand même la cohésion entre d'instaurer un service militaire. Pourquoi en France il y avait le service militaire? Ça faisait que le fils du bourgeois du 16e arrondissement pouvait un jour où on l'envoie rencontrer le fils du cultivateur de la Vendée. C'était une sorte de cohésion nationale pour la jeunesse, pour partager une expérience. Donc, moi, il y a des lois comme ça qui ont été faites, qui sont dans cette constitution, que je trouve que... Il y a des dispositions qui vous satisfont. Je suis tout à fait d'accord. Je dis on n'oppose pas les Gabonais. Il y a des dispositions comme la protection et la solidité des parlementaires. Oui. Il faut qu'un parlementaire, quand il travaille, il soit sûr qu'il bénéficie de l'immunité. Il y a beaucoup de choses. C'est comme le droit de reconnaître l'homme et la femme en tant que deux entités qui se valent, non pas qui s'opposent. Il y a des conditionnalités comme ça dans ce référendum, dans cette constitution, qui sont à soutenir. Je n'ai pas dit que tout était à jeter. La seule chose où je trouve des restrictions, où moi je ne suis pas d'accord, et on n'a pas à être d'accord avec moi, c'est que si nous, une majorité des Gabonais, on se retrouve, c'est ce que moi je demande. Ce n'est pas être contre Oligui. C'est la majorité des Gabonais, en tout cas des électeurs gabonais, qui ont adopté cette constitution exactement. Ce 16 novembre. Parce que les discriminations sont vraiment pour les handicapés, pour tout ça, ce sont de très bonnes dispositions qui vont vraiment aider, même la natalité, favoriser la natalité. Et là-dedans, les Gabonais ne sont pas nombreux. On a beau dire, on ne veut pas des étrangers, on ne veut pas des étrangers. Mais si vous mettez les Gabonais, père, mère, cousin, neveu et tout, vous n'arrivez même pas à 1,5 million. Donc on ne peut pas, donc la natalité est une bonne motivation. Mais ce sur quoi je voudrais rebondir, c'est que le projet de cette nouvelle constitution a réveillé, si vous voulez, quand même les élans de xénophobie qui existent malheureusement dans le pays. Et je pense que c'est aussi important que là, le pouvoir en place travaille là-dessus. Parce que ça, c'est vraiment une étincelle. Et on sait qu'il me semble, dans les années 80 déjà, il y avait eu un grand... Mais vous savez d'où ça vient. Pour le Gabon, en l'occurrence, il y a eu beaucoup d'étrangers qui se sont rendus coupables de beaucoup d'infractions économiques sur Je suis tout à fait d'accord. Je partage le fait que il y ait eu un dialogue à cet effet. Et comme le disait Anne-Marie, qu'il y ait eu des émissaires, notamment, on a connu des crises en Côte d'Ivoire, etc. Et que c'est une alerte aussi pour tous nos autres pays. C'est pas que ça ne concerne pas que le Gabon. C'est que finalement, la question de l'étranger qui vient gérer nos affaires nous concerne tous en tant qu'Africains. Du coup, dans un monde qui se mélange, ça devient une question de bon sens, finalement. Oui, tout à fait. C'est comme ça que vous percevez aussi la chose, Maëva? Oui, exactement. Moi, déjà, là-bas, j'étais pour l'article 53, parce que je disais qu'il fallait un peu que les Gabonais se retrouvent, parce qu'on sortait de loin. Vous étiez pour le fait qu'il fallait être de père et de mère gabonais. Et comme la majorité, j'ai mis aussi de l'eau dans mon vin, et je me suis dit, bon, on ne va pas écarter une partie, parce qu'on ne peut pas... Ce qu'on veut pour notre pays, c'est un patriote à la tête de notre État. Quelqu'un qui aime le Gabon et qui est là pour les Gabonais. Quand vous dites que vous étiez pour... Oui. C'était par rapport à quoi? Vous craignez quoi? Je craignais en fait un président qui ne soit pas totalement à nous. Qui ne se retrouve pas totalement en nous, qui peut aussi avoir des intérêts ailleurs qu'au Gabon. Donc c'était vraiment ça ma crainte. Et je me suis dit après réflexion qu'on ne peut pas juger le patriotisme ou bien l'amour du pays juste du fait d'être né de père et de mère gabonais. Donc j'étais assez mitigée, mais je suis maintenant pour cette... Il y avait aussi, il y avait aussi le fait que on ne peut pas être chef d'État d'un pays avec plus de 60 dialectes, si ce n'est plus, avec des sous-groupes où le président ne parle aucun dialecte. C'est pour ça que, par exemple, le président Ali Bongo avait beaucoup de mal à communiquer, même avec les gens de son soi-disant, entre guillemets, fief, parce qu'il ne parlait pas le téké. Il ne comprenait pas quand quelqu'un parlait téké, c'est leur dialecte du Haut-Ogooué. Il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. C'est pour ça d'ailleurs, pour le truc d'image, quand Oligui va se baigner à la rivière, là-bas dans leur coin, dans le Haut-Ogooué, parle dans le dialecte, quand il fait la tournée, c'est pour dire, voyez, moi je suis votre enfant. Et puis l'avantage de M. Oligui Nguema, c'est que même ses épouses,
Ses épouses sont vraiment du coin. Sa femme, sa première épouse est de Logoué-Lolo, la deuxième province la plus peuplée, la troisième province la plus peuplée du Gabon. Elle parle son dialecte, elle connaît son dialecte. Sa deuxième épouse est de ma propre province, de l'Estuaire. Elle parle son dialecte. Vous voyez, quelque part, avec Oligui Nguema, les Gabonais se retrouvent en lui, les Gabonais s'identifient à lui. se retrouvent dans sa façon de faire, parce que même quand il fait les discours, on dit « Ah, il a dit ça, c'est pas ce qu'il fallait dire ». Mais allez dire ça à un Gabonais, il va vous sauter dessus. Parce que quand il parle, ils se reconnaissent à sa façon de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, vous n'êtes pas une opposante frontale, finalement. Non, mais je ne suis pas dans l'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il y a tout simplement que dans la Constitution qui vient d'être votée, oui, il y avait des dispositions qui n'allaient pas, qui pour moi n'allaient pas, et que j'espère que, vu quand même qu'on s'y est opposé, moi je ne veux pas parler d'Alain-Claude Bilebinze, qui est vraiment maintenant l'opposant numéro 1 au Gabon, mais lui aussi il a son passif à lui, comme M. Brice Clotaire Oligui Nguema aussi a son passif. Moi ce que je voudrais, c'est que nous avancions vraiment dans la cohésion et qu'il y ait ce bloc Gabon. Moi je veux un bloc de tous les Gabonais pour dire on a perdu du temps. C'est quoi les obstacles selon vous? Mais les obstacles, c'est sans cesse. Regardez aujourd'hui, le président, le général président Brice Clotaire Oligui Nguema, étant à moitié du Haut-Ogooué, où il a grandi, où il a passé toute sa vie, en retrouvant son père et se reconnaissant comme étant du Wellington, du nord du Gabon, aujourd'hui, les gens parlent de deux principautés. Vous voyez bien les résultats que vous avez eus. Ce sont les seuls endroits c'est les premiers endroits où on tombe à 98, 83%. Et ça pose quel problème? Que les gens de sa région d'origine votent massivement pour cette constitution, quel problème? Ça pose un problème de cohésion nationale chez vous, de régionalisme? Il y a un problème de cohésion nationale quand vous mettez les deux régions, que vous amenez ce spectre-là à le comparer aux nominations, aux postes que les gens occupent. Là, on voit qu'on ne peut pas privilégier certains, alors que c'est ce qu'on a dénoncé sous l'Ancien Régime, tout simplement parce que ça vient de là, c'est la même... Non, ce sont toutes ces choses, toutes ces petites choses-là qui font que les gens se braquent. C'est un défi important. C'est un défi important de toutes les façons d'équilibrer les ethnies. À tous les pays. Absolument. Avec des groupes multiethniques qui composent nos États, c'est important qu'il y ait qu'elle se Mais je pense qu'après, maintenant, on va donner, effectivement, on va observer comment ça se passe, mais c'est la question de l'ethnie et de l'équilibre régional à travers les ethnies, c'est aussi le défi. C'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé effectivement des étrangers, mais il y a combien d'ethnies au Gabon? Il y en a combien? Les ethnies au Gabon, une cinquantaine. Oui, il y a une cinquantaine avec des sous-groupes. Avec des sous-groupes. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas... comment est-ce que la société gabonaise va s'organiser justement pour répartir le pouvoir, que ce soit sur le plan local, pour qu'il y ait un vrai équilibre régional? Je pense que c'est aussi le nouveau défi. Quand vous parlez de partir ensemble, je pense que ça, c'est une véritable question. C'est pour ça qu'il y a la loi sur la décentralisation qui est saluée. Et c'est pour ça que les gens se battent aussi en train de se dire, est-ce que cette décentralisation qu'on va activer pour une fois, parce que M. Ali Bongo nous parlait de décentralisation qui s'appelait « Je vis au palais ». Maintenant, cette décentralisation qui sera maintenant inscrite noir et blanc dans la Constitution, est-ce que cette décentralisation-là va vraiment aujourd'hui nous permettre d'avancer tous ensemble avec presque les mêmes chances? Mais en ayant la clairvoyance de regarder en face le problème que ça pose, la question de la décentralisation, on l'a vu dans votre pays, le Cameroun, est-ce que ça suppose, ça garantit que tout Gabonais est partout chez lui au Gabon et qu'il peut être... administrateur dans le Haut-Lentem ou dans le Haut-Ogooué, etc. Ou bien est-ce que décentralisation signifie que les gens soient administrés par un enfant de la localité? Ça aussi, c'est un problème. Mais après, on ne peut pas parler de décentralisation sans parler de déconcentration, parce que c'est la véritable question. Et c'est un peu le défi de nos pays. Donner des moyens aux provinces. Absolument. 5 minutes encore pour finir cette émission. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je veux dire, le schéma, il n'est pas aussi sombre que ça. La présidentielle va avoir lieu dans quelques mois, sans doute.
le président Brice Clotaire Oligui Nguema sera candidat, On espère. naturellement, il remportera cette présidentielle. On espère. On espère. Et bon, suivant le chronogramme de la transition, les élections sont prévues en août 2025 parce qu'il y a encore le code électoral à reviser. Il y a aussi les listes électorales aussi à reviser. Donc, je pense vraiment que ce sera, voilà, on sera vraiment dans les temps avec les 2 ans de transition. Et voilà, on espère voilà, que... Bon, moi, j'espère que le général sera candidat. Karine Orio, nous avons dit, si les 91,80% traduisent à la fois une adhésion à la nouvelle constitution et une adhésion au système et à la politique du président Brice Clotaire Oligui Nguema, que la présidentielle ait lieu la semaine prochaine ou en août. Oui, bien sûr, mais je vais dire, comme mes confrères ont signé un peu partout, c'est que c'était quand même une constitution taillée pour le général Oligui Nguema. On connaît le prochain président de la République? Moi, non. Moi, je ne connais pas. Moi, en tant que... analyste de la politique gabonaise et surtout en tant que citoyenne gabonaise de père et de mère, hein, de génération en génération. Je veux dire, Votre Excellence, Monsieur le Président, le Général Président, le 4 septembre 2023, vous nous avez fait une joie pendant votre prestation de serment en nous disant « Je suis venu restaurer les institutions, rendre la dignité aux Gabonais et après rendre le pouvoir aux civils. » Un militaire, un véritable militaire, je crois qu'il l'est, respecte sa parole. Quand il a dit après, il n'a jamais donné de date. J'espère, ça peut être non. après 2 mandats. Il a dit non, on se tient. S'il retire sa tenue de militaire, il devient civil. Non, madame, on ne fait pas... Alors c'est intéressant ce que vous dites. Et puis c'est tout. Non, Parole de militaire, il a dit je rendrai le pouvoir aux civils. Il a dit je civils. rendrai le pouvoir aux civils après avoir restauré les institutions et rendre la dignité aux Gabonais. En tant que tel, j'espère que mon général bien-aimé fera respecter sa parole et que surtout... Mais la question, c'est après ses mandats ou... Non, il a dit après avoir remis la Le Constitution. seul militaire. Voilà, on espère tout simplement qu'il va faire en sorte à conduire jusqu'aux élections et après les élections, il ne sera à conduire le peuple gabonais à aller voter le prochain président et qu'il sera ce grand arbitre comme il a été notre grand libérateur. Il n'a pas le droit de changer d'avis. Il pourra changer d'avis, mais la parole donnée d'un général, le grand des généraux, le grand général gabonais, moi je veux croire que le général ne sera pas candidat. Maintenant, si le général est candidat, on va se dire que ce que dit Anne-Marie Dorazek, notre général n'a pas de parole. À sa forme de pertinence, effectivement, même si c'est rare, alors, le seul militaire qui a dit ça, qui a promis ça, non, c'était comment? Oui, au Ghana. C'était au Ghana, mais il y avait aussi un Nigérian, j'ai oublié son nom, au Nigeria. Là, lui, il a dit, il a fait son coup d'État, effectivement. Ils sont rares, ces militaires qui, comme les civils d'ailleurs. Non, mais moi, je pense que c'est un homme d'exception, il va tenir parole. Je pense que... C'est une équation pertinente que vous évoquez, mais vous pensez qu'il va changer d'avis? Je pense qu'il va changer d'avis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a quel homme politique qui est capable aujourd'hui de gérer? Quand on regarde la classe politique gabonaise, je pense qu'elle a besoin d'un On va respecter les Gabonais. Oui, mais... On ne va pas leur expliquer qu'à part le président Brice Clotaire, il n'y a plus aucun peut-être il Gabonais. peut avoir, mais pour le moment, qu'on reste avec le... Je pense qu'il faudrait rester avec le général pour se refaire une nouvelle santé politique avec des vrais hommes politiques qui vont plaider pour le Gabon. À la différence, effectivement, que c'est lui qui a pris le risque, en août 2023, qui a mis les pieds dans les plats, qui a renversé le président Ali Bongo, et il cultive une forme de relation fusionnelle avec ses compatriotes. Vous l'avez dit, il est accessible, il comprend les Gabonais, il est proche des Gabonais. Que veut-on comme atout? Non, mais évidemment que c'est aux citoyens gabonais de décider. Bien sûr, bien sûr. Par contre, pour finir donc cette émission, nous avions eu 46% de vos compatriotes, et on va finir là-dessus, qui ne se sont pas déplacés. Ce 16 novembre, ça traduit quoi? Ceux-là qui ont observé l'abstention. Pour vous, ça traduit quoi? Ça traduit deux choses. Si au niveau de la diaspora gabonaise de France, moi je traduis ça par la défiance et puis parce que
ils ne sont pas prêts, après tout ce qu'ils ont vécu, d'accepter cette constitution qui a été proposée. Par contre, au niveau du Gabon, il y a plusieurs points. On est en saison de pluie, il y a les déplacements difficiles, les campagnes, la campagne pour le oui ou pour le non n'a pas été faite vraiment dans des coins reculés du Gabon. Donc, et le fichier électoral, c'est le même fichier électoral de 2023. Donc, ils se sont basés sur ça. Si on fait bien le rapport entre l'abstention et les résultats, on peut se rendre compte que si on se projette bien, c'est quand même la plupart des endroits du Gabon où on ne pouvait pas se déplacer. C'est là où il y a eu le plus d'abstention parce que les gens n'avaient pas la possibilité d'aller voter. Ceci étant dit, il y a quand même une abstention importante auquel le président devrait tenir compte pour qu'on continue notre vivre ensemble, notre allégresse du 30 août. Voilà, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Vos derniers mots, Maëva Leroy. Je dirais que voilà, il est important aussi de comprendre que le taux d'abstention ne signifie pas forcément le mécontentement ou encore le désintérêt des Gabonais. Ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'on soit en période scolaire et qu'il y a beaucoup de Gabonais qui vivent à la capitale et qui ont eu l'incapacité de pouvoir se joindre dans les différents bureaux de vote. Voilà, ils sont inscrits du coup à l'intérieur du pays et pareil aussi pour ceux vivant à l'intérieur du pays pour se joindre à la capitale. Voilà, il y a eu aussi ce problème-là et aussi le fait que certains aussi avaient adopté, je pense, une posture défaitiste. En fait, ils se disaient que c'est toujours pareil, ce sont les mêmes choses qui vont se passer. Que de toute façon, Voilà. le oui va l'emporter. De toute façon, voilà, dû à l'ancien système, voilà, c'était toujours sans surprise, on savait, les gens savaient, ils n'avaient pas besoin d'aller au bureau, ils savaient que voilà, ils devaient toujours. Par contre, si on se fie, on peut laisser la diaspora de côté puisque c'est pas elle qui a donné le plus grand chiffre. Le plus grand lot des lecteurs au Gabon se trouve à Libreville et c'est là où on concentre la majorité de la population. Or là, l'abstention a eu une grande place. Donc, M. Oligui Nguema, il doit travailler parce que là, ça compte. Se rapprocher davantage. Se rapprocher davantage. Rapprocher davantage des Gabonais. Et Karine Orio, on aura retenu quand même que le cas gabonais, finalement, ils arrivent à réussir quand même la transition. Il n'y a pas de heurts majeur. Il y a effectivement quelques Gabonais qui, sur les réseaux sociaux, s'invectivent, mais ça fait partie de l'époque, ça fait partie du jeu politique. Mais en gros, le Gabon se défend très bien avec sa transition. Absolument. En tout cas, il y a un calendrier qui est respecté. Il y a un devoir de transparence. On a salué les efforts au niveau de la transparence. Il y a un vrai dialogue qui est mis en place pour l'amélioration de la gouvernance, pour maintenir cette dynamique. Et on ne peut que saluer ça en tant qu'Africains et saluer cet effort. Merci. Merci à vous. J'ai rappelé dans mon introduction les propos du Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville. Il disait donc au dialogue national, lui qui présidait dans ce dialogue, il nous faut saisir cette occasion qui est une occasion historique pour léguer à la postérité un Gabon plus juste, un Gabon plus fraternel, un Gabon prospère. Qu'il en soit ainsi. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous dont le numéro de ce jour a été consacré au Gabon. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.